Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Рада приветствовать вас на Bonjour, тематическом chers amis, круглом столе, chers collègues, посвященном bienvenue à cette table ronde эскадрилье Нормандия-Неман. consacrée aux pilotes de la Сегодня légendaire День escadrille Normandie-Niemen tombée au combat. России Cette table ronde ежегодно отмечают coïncide avec la journée du soldat inconnu, qui est chaque année célébrée en Russie le 3 décembre depuis 2014. памяти о подвигах L'objectif героев principal est Народного d'immortaliser la ополчения mémoire de Афганистана. l'exploit des combats anonymes qui ont donné leur vie Что pour leur выполнили pays. участники поисковых движений. Ce sont les membres Продолжением des атаки unités de recherche qui ont proposé ces dates commémoratives, ceux 1 qui декабря sont donné la tâche de retrouver les dépouilles des soldats tombés et les identifier. Le 3 décembre 1966, c'est l'occasion du 25e anniversaire de la défaite des troupes allemandes. Les restes d'un combattant anonyme provenant d'un charnier situé sur la route de Leningrad ont été transférés dans la capitale. Et aujourd'hui, il y a l'ensemble commémoratif Bayonnette qui se trouve sur cet endroit. Ces dépouilles ont été enterrées près du mur du Kremlin, accompagnées d'une garde d'honneur. Et en 1967, l'ensemble commémoratif La tombe du soldat inconnu a été inauguré à cet endroit avec la flamme éternelle qui a été spécialement acheminée depuis le champ de Mars à Kaliningrad. Dans la capitale, cette flamme a été remise à Alexei Maresiev, héros de l'Union soviétique, et a inspiré à l'écrivain Boris Polevoï le sujet du roman L'histoire d'un vrai homme. Ce jour-là, il y a différentes actions patriotiques et commémoratives qui ont lieu dans toute la Russie et à l'étranger, visites de fosses communes, de mémoriaux, dépôts de gerbes, moments de silence, lectures publiques et bien d'autres. Les musées ouvrent des expositions thématiques et les bibliothèques invitent à des conférences et des entretiens avec des participants au mouvement de recherche. Voilà pourquoi cette table ronde d'aujourd'hui ne s'inscrit pas dans la continuité des rencontres annuelles traditionnelles qui ont été consacrées au légendaire régiment Normandie-Niemen, mais plutôt pour rendre hommage aux pilotes, mécaniciens et soldats français et soviétiques de la glorieuse escadrille tombés lors des premières batailles contre l'envahisseur nazi. L'année dernière, pour commémorer le euh, euh, 80e anniversaire de la création du régiment, la Maison russe de la science et de la culture à Paris a organisé une conférence spéciale au format hybride qui a réuni des vétérans, des descendants, des diplomates, des représentants d'organisations publiques et mémorielles, des responsables de musées. Cette année, nous avons invité à participer à cette table ronde des historiens, des personnalités culturelles russes, biélorusses, françaises qui ont commémoré la mémoire de cette glorieuse fraternité. L'enregistrement vidéo sera disponible après l'événement et nous avons le plaisir d'inviter tout le monde, mais en premier lieu les écoliers, les enseignants, à regarder cet enregistrement sur notre canal YouTube. Je passe la parole à Asia Ovtchinikova, modératrice de la table ronde d'aujourd'hui, qui supervise les projets de monuments aux morts de la Maison de la Russie à Paris. J'espère que tout le monde peut me voir et m'entendre. Encore une fois, bienvenue à cette table ronde. Avant de passer au fond du sujet, je voudrais profiter de cette occasion pour personnellement célébrer Anne Kulpov, le héros des deux guerres, qui côte à côte a combattu contre les envahisseurs nazis ensemble avec les aviateurs de Normandie-Niemen. C'est vraiment l'une des belles pages de la coopération militaire entre la Russie et la France, une véritable fraternité d'armes. Les soldats des deux pays qui ont combattu coude à coude pour l'objectif commun. Le régiment est devenu un exemple d'amitié, d'entraide, le véritable héros qui nous ont donné le ciel pacifique, le ciel paisible au-dessus de nos têtes. Lors des précédentes conférences, nous avons pu écouter des témoignages des descendants, des petits-enfants de ces pilotes glorieux. Et aujourd'hui, ce qui est particulièrement précieux, c'est que les écoliers vont nous écouter et vont écouter les exploits des pilotes de cette escadrille et transmettre cet héritage d'une génération à l'autre. Je pense que c'est le gage de notre victoire. La région d'Ivanovo, la filiale d'Ivanovo, a déjà demandé l'enregistrement de cette conférence. Et il y aura aussi des lycéens
de la France et de la Russie qui vont écouter cette conférence. En Russie, d'ailleurs, il y a 24 écoles qui portent le nom de Normandie-Niemen à Orel, à Saint-Pétersbourg, à Fryazino, région de Moscou, Ivanovo, Novosibirsk, Moscou, l'école 712, Kaluga, Kursk, Orenbourg, Smolensk. Les officiers et les soldats qui ont donné leur vie pour libérer la Russie et l'Europe sont commémorés dans le passé comme aujourd'hui. Avant de lancer les travaux de la table ronde, je tiens à dire que juin, ce juin, le juin dernier, nous avons appris la mort de Anne-Marie Guido, la fille du pilote Maurice Guido, qui au long, au long des années a contribué à la conservation de la mémoire du régiment Normandie-Niemen. La Russie conserve les décorations, les archives de son père que Anne-Marie nous avait transmis et nous voulons exprimer nos condoléances les plus profondes aux proches et à la famille d'Anne-Marie. Maintenant, je vous propose de commencer notre travail et nous allons commencer par Claude Guiraud, euh, chevalier de la Légion d'honneur, président de l'Alliance Carreau, chercheur, pilote, auteur du livre sur le régiment Normandie-Niemen. Monsieur Guiraud, merci d'être avec nous. À vous la parole. Bien, parce que le sujet traité les premiers moments de combat, la première campagne. Excusez-moi, Monsieur Guiraud, de vous avoir interrompu, vu que nous avons une traduction, interprétation simultanée en ligne. Est-ce que vous parler un peu plus fort, si possible? Ah Merci oui, beaucoup. oui, entendu, oui. OK. M'entendez comme ça? Là, très bien. Merci beaucoup. Bien. Oui, le sujet traite d'une période très difficile au début des combats de Normandie-Niemen, hein, alors que les unités soviétiques étaient face aux Allemands, hein, dans des combats pareillement très difficiles. Et le Normandie-Niemen a connu dans cette période-là, hein, entre 43, dans l'année 43, des pertes considérables. Hein, si, au bout de 6 mois de combat, il y avait 5 survivants, hein, sur les 14 pilotes que comptait l'unité au départ. Hein. Et, alors, comment dire, les pertes ont été de manière différente. C'était souvent en combat aérien, un appareil était abattu. Évidemment, il était abattu en zone contrôlée par les Allemands. Donc à ce moment-là, c'était bien souvent le cas de ce qui se passait. À ce moment-là, il était très difficile de connaître après l'issue du pilote, s'il était prisonnier, s'il était décédé et s'il n'avait pas été fusillé. Quand il était capturé vivant, il y avait un autre, c'est Maréchal Keitel, qui avait dit qu'il fallait les fusiller parce que c'était des, des gens qui n'avaient pas été là et ils ne comprenaient pas, compte tenu des alliances qui existaient, hein, avec le régime de Vichy, hein, Normandie-les-Maines, évidemment, se trouvaient en dehors de tout ça. Hein. Les pertes ont été considérables, notamment si on prend déjà au mois de juillet 43, hein, successivement, ce fut le commandant second, hein, Albert Litolf, hein, qui disparaissait le 16 juillet 43, et le lendemain, le 17, c'était le commandant d'unité, hein, le commandant Tulan, qui disparaissait à son tour. Fort heureusement, un remplaçant était déjà arrivé et pouvait prendre la relève. Hein. Euh, Parmi les disparus, il y a quelques-uns ont été faits prisonniers. Ils ont réussi à cracher leur appareil et être survivants. Ils ont été donc capturés. Il y en a qui ont été, selon toujours
les directives de maréchal Keitel qui ont été fusillés. Hein, c'est le cas, par exemple, d'Herville, dont on n'a plus entendu parler. On a supposé qu'il avait été fusillé. On n'a plus rien eu sur lui. On savait qu'il était prisonnier. Il n'y a plus rien du tout. Parmi les prisonniers, il y en a quelques-uns par la suite qui ont été libérés, fort heureusement. Voilà. Dans les disparus au combat, on avait aussi Poznański, c'était un jeune pilote, un lieutenant, un jeune lieutenant, hein, déjà le 13 avril 43, dans un combat aérien, il disparaissait. On n'a aucune connaissance sur son devenir, et ayant été abattu sur le territoire contrôlé à l'époque par les Allemands, hein, on n'en a rien su. Parce que parfois, ce que faisaient les soviétiques, les civils, ils s'empressaient de prendre le corps et de l'enterrer. Alors ça, c'est une chose. On a pu en retrouver très tard. Par exemple, je reprends le cas de Tulane, le commandant d'unité, hein, qui avait donc été abattu, je le rappelle, hein, en mois de juillet 43. C'est en 1962 que son corps a été retrouvé. Car les écoles soviétiques emmenaient les jeunes chercher un peu dans les campagnes des renseignements sur le devenir des gens qui avaient été, que ce soit des soviétiques ou des Français, hein, évidemment. Et une vieille dame a signalé à ces jeunes gens, ces collégiens, a signalé là, il y a quelqu'un qui a un commandant, alors elle se rappelait très bien de la chose, qui a été enterré. Et alors ils ont creusé et ils ont retrouvé le corps de Tulane et reconnu grâce à la plaque pendue autour du cou avec son nom. Voilà. Ça, c'est des petits détails importants. Hein. Par exemple, son commandant en second, Albert Litolf, on n'a jamais, pendant longtemps, on n'a pas rien su. Et puis, le corps fut rapatrié beaucoup plus tard, dans les années 60. Il est enterré à Marseille. Voilà. Donc, c'est une période qui fut très, très difficile le, déjà, il débutait sur un type d'appareil, il se mesurait avec des appareils allemands très performants et avec des pilotes qui avaient participé à plusieurs campagnes. Donc, c'était pas un travail facile pour eux pour faire face. Parmi nos pilotes, il y avait quelques-uns qui étaient plus débutants que d'autres. D'autres étaient qualifiés, avaient fait la campagne de France. Ils avaient combattu avec l'Angleterre sur l'Europe. Ils avaient combattu en Afrique et ils avaient rejoint ensuite le Normandie-Yémen. Donc, c'est des gens qui étaient rompus au combat. Mais il n'empêche que, selon les circonstances des combats, et là, ça s'est pas toujours passé favorablement pour eux. Voilà. Il y a une chose importante, c'est l'intérêt qui a été accordé et qui est toujours accordé. Ça, je tiens à le rappeler. C'était peut-être un annexe sur notre entretien, mais c'est très important. C'est le peuple russe qui connaît parfaitement bien l'histoire du Normandie-Yémen, car c'est une page d'histoire. C'est la libération de leur patrie de l'occupation allemande avec cette unité française qui a combattu aux côtés des unités russes. Et j'ai eu moi-même l'expérience pendant mon séjour, et puis par la suite, en rencontrant en France des personnes qui avaient même une trentaine d'années, hein, qui se rappelaient très bien de l'historique du Normandie. Alors, c'est des gens, une personne, elle habitait pas du tout la région de Moscou, elle habitait plus à l'est. Hein, mais à l'école, on lui avait appris, hein, ce qu'était Normandie-Yémen. Moi, j'estime que pour nous, c'est une récompense
pour les Français de voir que nos valeureux combattants volontaires ont servi à quelque chose et restent dans la mémoire du pays qui a été libéré. Спасибо большое, господин Геро. Merci, merci beaucoup, Monsieur Guiraud. Очень важно и ценно слышать Merci pour ces témoignages qui sont très précieux, surtout aujourd'hui, une période que nos deux pays traversent qui n'est pas facile. Merci pour ce témoignage, merci pour les informations. Euh, je ne savais pas tout. Il y a des choses importantes que vous venez de rappeler. En même temps, vous racontez des détails qui sont intéressants. Et je voudrais également remercier Monsieur Guiraud d'avoir rappelé le sort des pilotes qui sont morts en avril et en juillet 1943, notamment euh, ce Tulin, dont le corps n'a été retrouvé qu'en 1962. Aujourd'hui, son petit-fils devait se connecter à cette conférence, mais malheureusement, il y a eu un changement, il y a eu euh, une, euh, un empêchement qui est apparu, mais il a en tout cas écouté l'enregistrement. Effectivement, je rappelle, le 1943, c'est la première année des vols. Le 1er avril 1943, c'était la date du premier vol militaire de combat des pilotes Normandie-Yémen sur le front Est. Euh, C'était d'ailleurs la question de la dictée que nous avons organisée pour les écoliers. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre partenaire avec qui nous avons organisé récemment une autre conférence sur un autre sujet très emblématique pour les relations entre la Russie et la France, à savoir la résistance et les participants russes à la résistance française, Sergei Dibov, membre de l'association Mémoire russe, qui continue à apporter une contribution très importante euh, à la préservation de la mémoire des nécropoles. Et des fois, il arrive même à travailler sur la cimetière Sainte-Geneviève-des-Bois, ce qui n'est pas facile du point de vue administratif. Sergei, à vous la parole. Merci. Merci, Asia. Merci pour ces paroles gentilles. Merci à la Maison russe des sciences et de la culture à Paris pour cette occasion d'intervenir. Merci à nos spectateurs, au public qui prend l'intérêt à ce que nous avons à dire. Je voudrais lancer une petite présentation. J'espère qu'elle ne va pas prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous voyez le partage de l'écran? Oui, parfait. Donc, l'association évoquée par Asia, Mémoire russe en France, nous avons publié plusieurs livres. Notamment, il y en a deux sur le régiment Normandie-Niemen. Effectivement, nous avons pu restaurer deux tombes. Donc aujourd'hui, on parle du régiment Normandie-Niemen. Sans exagération, c'est le symbole le plus marquant de l'amitié franco-russe pendant la guerre qui a pu traverser tous les obstacles qui sont posés par la suite. J'espère que cette amitié va durer, elle pourra survivre à la situation actuelle difficile. Voilà pourquoi la préservation de cette mémoire est si importante et nous espérons que cette mémoire sera transmise d'une génération à l'autre. On peut beaucoup parler de l'histoire du régiment, mais tant que nous nous réunissons à l'occasion de la journée du soldat inconnu, nous n'allons pas nous enfoncer dans les détails de l'histoire. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Les pilotes français ont passé 2 ans et demi sur le sol soviétique. Ils ont effectué plus de 5000 vols et ils ont abattu 273 avions. Plusieurs ont été décorés héros soviétiques. Et la plupart des pilotes ont malheureusement trouvé leur mort et pour beaucoup, leur destin est méconnu.
L'Union soviétique a été parmi les premiers pour échanger des représentations diplomatiques avec la France libre. Et peu de temps après, les forces françaises libres ont commencé à envoyer ces unités en Union soviétique. À la place de la Libye, il y avait des soldats qui ont été envoyés en Russie. C'était le premier projet, mais pour des raisons logistiques et à cause de l'opposition des Britanniques, il a été euh, annulé. Par contre, le deuxième projet d'envoyer des pilotes français en Russie a été accueilli par tout le monde. Du coup, il y a eu des listes des pilotes qui devaient être envoyés sur le front Est. Et ce groupe-là recevra le nom Normandie-Niemen par la suite. Et c'était Joseph Pouleкен qui a été nommé le commandant de cette unité. Nous voyons le premier ordre et la première liste des pilotes qui devaient partir en Union soviétique. Or, l'envoi a été retardé parce que la Grande-Bretagne ne voulait pas laisser partir les pilotes français qui étaient engagés en Afrique parce que la Grande-Bretagne, déjà, elle avait besoin des pilotes. Il y avait un manque sévère des pilotes. Et deuxièmement, ils pensaient que les pilotes français étaient mal formés. Du coup, il fallait qu'ils passent une formation supplémentaire. La Grande-Bretagne, ayant investi de ressources dans leur formation, ne voulait pas les laisser partir sur un autre front parce que ça signifiait un autre déficit de force. Mais cependant, le projet n'était pas annulé cette fois-ci. Les centres de formation des pilotes a été transféré au Moyen-Orient sur un aérodrome à côté de Damas. Et en septembre 1942, le groupe a été finalement formé. Le général de Gaulle est venu personnellement. Et finalement, il n'y avait que 15 pilotes qui devaient faire partie de ce groupe. Et c'est en 1942 que le nom de Normandie leur a été confié. En novembre 1942, en utilisant 3 avions de transport, 3 cargos américains de Bagdad jusqu'au golfe Persique, a fait la première partie du chemin pour ensuite se rendre à Téhéran en, en novembre 1942. Ayant reçu des visas de sortie de l'Iran, le groupe est parti pour l'Union soviétique. Oui, étonnamment, à l'époque, les pilotes devaient obtenir des visas pour venir en Union soviétique et encore, de manière encore plus étonnante, il y avait même de refus de visa. Et voilà qu'en décembre 1942, le tout premier groupe de pilotes est volé de Téhéran à Bakou et puis à Ivanovo. Et donc, sur cette diapositive, vous voyez justement le visa de Marcel Lefebvre, le visa iranien qui leur a permis de venir à Téhéran et puis le visa soviétique pour venir justement en Union soviétique. Il y avait un problème en fait parce que les pilotes français de Normandie-Niemen ont été privés de leur citoyenneté française par le régime Vichy. Du coup, ils n'avaient pas de passeport, ils n'avaient pas de citoyenneté. La question se posait comment assurer leur passage de la frontière et c'était à la diplomatie soviétique de trouver la solution. Et du coup, le pilote obtenait tout simplement ce papier. Marcel Lefebvre, membre de la France combattante. C'est à peu près tout ce que ce papier disait. Pendant ce temps-là, il y a eu quelques événements importants. Premièrement, l'Union soviétique
a chargé une unité du ministère de la Défense la question des unités étrangères et qui devraient être engagées dans les combats. Et deuxièmement, l'ambassadeur soviétique est venu en Grande-Bretagne et est entré en contact, notamment avec les représentants de la France libre. Le 8 novembre 1942, les États-Unis se sont engagés à la Deuxième Guerre mondiale, ayant beaucoup influé sur le sort du De Gaulle et la France. Il y a eu une réunion à Moscou qui a négocié les dernières modalités de la participation des pilotes du régiment Normandie-Niemen en Union soviétique, notamment la demande euh, de fournir des meilleurs avions, ce qui était Yak, le meilleur appareil qui existait dans l'armée soviétique à l'époque. Les pilotes de Normandie-Niemen touchaient d'ailleurs les mêmes salaires que les autres pilotes de l'armée rouge. Il y a eu un accord qui a été signé entre la France combattante et l'Union soviétique sur la participation des pilotes français. Vous voyez ce document sur l'écran. En fait, il s'agit d'un texte technique qui explique comment une unité étrangère pourrait être intégrée au sein de l'armée rouge. Et ça prévoyait également les questions de décoration, parce qu'en fait, la décoration des soldats étrangers est est sujette à plusieurs restrictions. En fait, la Normandie-Niemen, dans ce sens, est en exception parce qu'il n'y avait que les pilotes français qui ont été décorés par les décorations soviétiques à l'époque. Yak 1 et Yak 7, les deux types d'avions qui ont été utilisés par les pilotes français. À cause de la météo, les pilotes n'ont pas pu se lancer dans les combats en janvier, comme cela a été prévu. Il y avait aussi des questions, on va dire, bureaucratiques. Et finalement, l'unité a dû patienter à Ivanovo pendant 2 mois. Et ce n'est qu'au mois de mars que l'unité Normandie-Niemen, en tant qu'escadrille, finalement, a fait partie de la division 204. Ça veut dire une escadrille de bombardement. L'idée, c'était que les vols de chasse devaient être accompagnés par les euh, avions de bombardement. Finalement, le 27 mars a marqué le premier vol de 2 avions de chasse du régiment et cela a ouvert la voie à la possibilité pour l'escadrille de participer à leur premier combat. Ils ont abattu leur premier avion. Le 13 avril, le premier vol de l'avion de chasse non surveillé. Sur la ligne de front, ils ont été attaqués par les forces ennemies euh, au nombre 2 fois leur supérieur. Yves Bézien ainsi devient le premier pilote tombé au champ de bataille. Son avion a été abattu. Quelques minutes plus tard, Andrei Poznanski, le pilote le plus jeune, il n'avait que 21 ans et a été également abattu. Et Raymond Derville a été attaqué par 3 avions de chasse allemands, a également a pris un coup dur. Donc, c'était leur deuxième combat. Ça veut dire que déjà, au deuxième vol, la Normandie-Niemen a perdu 3 de ses pilotes. Leur sort n'est toujours pas
connu parce que les avions de Poznański et d'Erville ont pris des coups, mais ils ont pu atterrir sur le sol ennemi, tandis que l'avion de Bizien a subi un crash. Il y avait des informations selon lesquelles tous les trois pilotes se trouvaient en prison, mais cela n'a jamais été confirmé. On ne sait pas, soit ils sont morts lors du choc avec le sol, soit ils ont péri par la suite dans la prison allemande. Donc, pour parler un petit peu plus de ces trois personnes, André Poznanski, le plus jeune, qui est né en Autriche, il a fait sa formation en France, euh, tout comme son père. Sa mère a été russe. Son père a été commerçant par la suite. C'est pour ça que André Poznanski est né en Autriche. Il s'est porté volontaire après le début de la Seconde Guerre mondiale. Il a été formé comme aviateur en Provence avec le grade de lieutenant. Ensuite, il est passé à l'école des aviateurs à Bordeaux. Après la capitulation de la France, ensemble avec les unités polonaises, il a été évacué en Grande-Bretagne où il s'est allié au général de Gaulle. Ensuite, il a été envoyé au Moyen-Orient où, sous le commandement de Jean Tulan, il a effectué quelques vols de combat et c'est avec lui qu'il est par la suite parti euh, sur le front Est. Yves Bezien est né en Normandie, à Dieppe. Après le début de la guerre, euh, il a été formé comme aviateur. Après la capitulation, euh, tout leur groupe, 20 personnes, ont été capitulés, ont été évacués en Grande-Bretagne. Tous ont fait partie de RAF, l'aviation britannique. Il était parmi les premiers qui s'est inscrit au régiment Normandie-Niemen pour partir en Union soviétique. Après sa mort, en, en septembre 1943, ses parents et ses deux frères ont été déportés dans un camp de concentration nazi et finalement, il n'y a qu'un seul frère qui, euh, qui a survécu et qui a pu revenir en France après la guerre. Raymond Derville est né dans le nord de la France. Il a été pilote de l'aviation civile d'abord et par la suite, il a été mobilisé en tant qu'officier. Après la capitulation, euh, il est allé en Grande-Bretagne, a passé formation supplémentaire pour ensuite aller au Moyen-Orient. En 1942, il s'est inscrit comme volontaire pour aller en Union soviétique. Donc, à titre posthume, ils ont tous été décorés. Et d'ailleurs, à Dieppe, il y a une rue qui porte son nom, aspirant Bizien, dans le port d'où partait le bateau qui transportait Depidesco et Poznanski, les deux pilotes. Et il y a aussi une plaque commémorative qui porte leur nom. Le nom de d'Herville ne figure nulle part, sauf les plaques commémoratives qui listent tous les pilotes tombés du régiment Normandie-Niemen. Cette plaque-là, qui se trouvait d'abord à l'ambassade de France en Russie, et maintenant, elle a été transportée au musée du général de Gaulle. Effectivement, les premiers combats du régiment Normandie-Niemen ont été très durs. L'année dernière, Laurent Courtois, que vous connaissez peut-être, a publié une petite étude où il a essayé d'identifier les endroits des crashs de ces trois pilotes, donc où probablement il aurait pu être enterré. C'était initié par
des unités de recherche qui auraient trouvé des documents qui faisaient mention des enterrements de certains Français dans la région du village Krasilnikovo. Je ne connais pas ces unités de recherche, donc j'ai essayé d'analyser les documents. Apparemment, ils n'ont pas pu identifier quoi que ce soit, mais symboliquement, ils ont inscrit les noms de ces trois pilotes au livre de la mémoire de la région de Kaluga. Donc, pour terminer euh, mon exposé, je Je voudrais dire qu'on a pu identifier 551 endroits d'enterrement. Il s'agit des soldats inconnus, tous morts sur le territoire de la France. Oui, la majorité, effectivement, euh, on n'arrive pas à les identifier. Nous ne savons pas ni leur nom, ni leur destin. Beaucoup de soldats soviétiques sont enterrés comme soldats inconnus. Dans la ville de Metz, nous avons pu identifier plus de 600 noms des soldats qui ont d'avant été enterrés comme soldats anonymes, inconnus. J'espère qu'un jour, on pourra instaurer une plaque commémorative avec leur nom. Merci, merci de votre attention. Je pense que je vais terminer là-dessus. Sergueï, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage très intéressant. Pézinski, Béziers, Derville, les trois pilotes dont beaucoup connaissent, mais pas les détails d'ailleurs. Merci pour la mention de Laurent Courtois et son étude. Malheureusement, il n'a pas pu se joindre à notre conférence. Sinon, il serait intéressant d'apprendre comment il a mené ses travaux de recherche. Elena Chutova est avec nous ce soir, d'ailleurs, et elle est également engagée dans ce genre d'initiative, mais en Biélorussie. Un peu plus tard, je vais vous parler un petit peu de ces activités. Ceux qui n'ont pas pu nous joindre à la conférence de l'année dernière, d'ailleurs, vous pouvez toujours la visualiser sur notre chaîne YouTube. Et Yelena, justement, il raconte en détail ce qu'elle-même et ses camarades font, quelles sont ses activités en Biélorussie, les activités qui sont toujours en cours. Et un peu plus tard, comme j'ai dit, je vais en parler un petit peu. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à notre grand ami, René Barki, chercheur de la résistance et de l'histoire de Normandie-Yémen, qui connaît beaucoup de vétérans de Normandie-Yémen. Nous-mêmes, c'était le 4 juin 2015 quand nous nous sommes connus à l'occasion de l'inauguration du pavillon à Normandie-Yémen au musée de l'aviation Le Bourget. Cette année, René Barki a été personnellement présent à l'événement à l'occasion de l'anniversaire de Kulpov à Toula. Parlant justement de cet événement du 4 juin 2015, à notre grand plaisir, les vétérans étaient présents à cet événement-là au nombre d'une dizaine. Ils ont pu venir de Russie, du Kazakhstan, de la Transnistrie. Ils ont pu venir en France pour voir l'avion Yak-3, le seul sur 40 qui ont été offerts par Staline, le seul qui a été conservé et qui a servi à transporter les pilotes français. Plus de 10 vétérans ont pu assister à cette cérémonie. Ils avaient tous des larmes aux yeux et l'exposition, d'ailleurs, euh, présente également une copie de la lettre de Staline à De Gaulle. Je cite un petit fragment.
que ce soit un cadeau modeste, un symbole de l'amitié de nos peuples, mes remerciements pour les exploits militaires du régiment contre les troupes allemandes. L'avion a été restauré, on peut toujours le voir, il fait partie de l'exposition permanente Le Bourget. Il a été restauré avec l'aide du ministère français de la Défense, la banque Zénith et Tatneft, c'est l'entreprise russe. Il y a une plaque commémorative qui a été instaurée à l'entrée du musée de l'aéronautique. Les travaux visant à préserver la mémoire de Normandie-Niemen continuent. Dans la banlieue, autour de Paris, il y a 15 villes qui portent les noms liés à l'histoire du régiment. Il y a également des relations de partenariat avec les villes russes qui ont également des rues, des places qui portent les noms des pilotes français. Et pour revenir à cette même cérémonie, à part des associations des vétérans, des anciens combattants, il y avait également des représentants et le directeur du musée d'histoire, Sergei Yakimov, qui a offert le schéma des combats euh, aériens au musée Le Bourget. Malheureusement, ce soir, ni les représentants de l'association militaire, ni du musée n'ont pas pu être là, mais nous espérons les avoir l'année prochaine, parce que l'année prochaine, nous allons organiser une grande conférence traditionnellement sur l'histoire du régiment. Donc voilà, je donne la parole à René Barki qui continue son travail visant notamment à préserver des relations d'amitié avec plusieurs associations en Russie. Il continue son travail ici en France pour commémorer la mémoire non seulement de Normandie-Niemen, mais aussi Rodina. À vous. Merci, Asia. Merci à la Maison russe pour cette possibilité, pour cette occasion d'intervenir, de prendre la parole devant vous. Hier, effectivement, c'était la journée du soldat inconnu et je m'incline devant tous les héros qui ont donné leur vie pour leur patrie et qui sont restés anonymes. En tant que citoyen russe et français, je sens très profondément ce que je leur dois pour leur cadeau, ma vie et ma liberté. Cette année, nous fêtons 80 ans depuis le premier vol de combat du régiment du 18e régiment de chasse et l'escadrille Normandie-Niemen par la suite, devenu en régiment Normandie-Niemen séparé. Pendant de longues années, le cimetière Vedinskoye, il y avait une tombe d'un pilote français inconnu du régiment Normandie-Niemen et ce n'est que récemment, nous avons appris que c'était des dépouilles de Jean Tulin, le premier commandant opérationnel de l'escadrille. À cette occasion, je voudrais vous montrer une petite vidéo d'une longue interview avec le défunt Ivan Molchanov, le héros, l'ancien pilote du 18e régiment de garde. Anatoly Fetisov est à ses côtés, l'ancien commandant du 18e régiment. Ce document unique a été enregistré, je parle de la vidéo, le 5 mars 2008 dans mon bureau à Moscou. Nous avons organisé un appel entre Moscou et la Florida où Marcel Hubert, l'ancien pilote Normandie-Niemen,
vivait, héros soviétique, et à l'époque, il avait 90 ans. Dans ce fragment, Ivan se rappelle du premier jour quand ils ont fait connaissance avec les gars de Normandie, leur premier combat, leur premier vol de combat, les dîners partagés avec Tulin, les combats acharnés à côté de Koursk et finalement Jean Tulin porté disparu. Donc je vous propose de voir la vidéo, j'espère que ça marche. Познакомитесь с французами, к вам прилетает 14 новых летчиков. Вот как вы их встретили, вот какие были тогда вот эмоции? Подождите. Мы не знали, французы или нет. Был приказ капитану Сибирину, командиру первой эскадрильи. Вот. А у нас тут есть вот фотография боевых заданий. Первый командир эскадрильи был Карпов Виктор Семенович. Второй Митрофанов, и потом стал Сибирь. Был приказ из Хотенок перелететь и сесть в полотняный завод. Это под Калугой есть такой. Вот мы сели, смотрим, там самолеты с французскими триколорами. А вы знали, что это французский флаг? Ну, а как же? У меня было так, что все флаги, и немецкие, и английские, так, американские. Вот. Потом, значит, строй французов и строй наш. 8 и у них 6 во главе с... Ну, мы там познакомились. Он представился, что французский летчик Тюлян, майор. Командир эскадрильи. Вот, Тюлян. А Сибирин представился как командир эскадрильи. Первый Семен Сибирин. Вот. Получили задание и вылетели на боевое задание совместно. А уже сели мы на свой аэродром Хотенки, и летчики французы сели тоже к нам. А кто не вылетал, и техники приехали машинами в Хотенко. А что было за первое задание? Знаю, 8 советских истребителей, 6 французов. Было задание куда такое. вы полетели? Крепкий орешек был. Аэродром Сеща есть такой. Вот. Там базировалось много самолетов. Была поставлена задача прикрыть штурмовиков, бомбардировщиков и не дать возможности подняться ни с этого аэродрома, ни с соседнего аэродрома тоже, чтобы отработали группа штурмовиков и бомбардировщиков по этому аэродрому. Вот у нас была задача. И мы ее выполнили успешно. С соседнего аэродрома фокера поднялись 6, но мы быстро отбили. Вот так наше знакомство там. Ну а вы так вот смотрели, как французы-то воюют, все-таки другие... Видите ли, у них техника пилотирования хорошая была. Ну, у них там 3 летчика были, не особенно техникой пилотирования владели, молодые, что называется. А остальные хорошие. Что ответчик, как увидали фокеров, и каждый бросается, чтобы сбить. А упускали, ведь мы задачу получили прикрыть бомбардировщиков, штурмовиков. Понимаете? Вот Сибирь покачиванием крылом к крылу. Значит,
как команду они приняли. Вот. Что интересно, я был назначен парой прикрытия, самой верхней. И когда задачу ставили, вот, я говорю, а у нас переводчик там был с погонами общевойсковыйный, штатный переводчик был. Я говорю, разрешить вопрос задать? Допустим, я увижу, с какой стороны идет противник, как предупредить. Говорит, Жан Тюлян, как вы воспримете? Мы русского языка не знаете, вы русского, а мы французского не знаем. Вот. Как вас оповестить? А я знаю русские слова. Фриц, выше фриц, право фриц, лево фриц ниже. Ну, понятно, вот так вот задание выполняли. Вы же не досказали, Иван Иванович, что Иван Иванович обладал очень хорошим, острым, истребительским зрением, поэтому его-то и прикрыли самые, как это жарко, стояли. У меня всегда, вот сейчас плохое зрение, а у меня всегда было зрение 1,5 и больше. И я, как правило, первый вижу противника. Да, и был поставлен такой боевой порядок с задачей обнаруживать и оповещать ведущего. И, на максимальной дальности, насколько вот можно... Да. Но, к сожалению, тогда только визуально можно было обнаружить. Тогда, да, только визуально. Ну, а вдали же по конфигурации самолета закуп различий, допустим, за 5-6 километров, за 3 километра не видишь. Очень сложно. Вот так, слушай. Ну, а когда сели на аэродром, и техники приехали в Хотелки, мы уже стали более близко знакомиться. Но что хорошо, не знаю, может быть, в семье живы. В этой группе французов были русские белые мигранты. Адъютант эскадрильи был господин Шин, сын иркутского золотопромышленника. Был инженер по электрорадиооборудованию господин Шестакович, сын московского заводчика, который имел завод меховых изделий и 5 магазинов в Москве. Вот. И был еще сын эмигрант и сын киевского чиновника, доктор Лебединский. Вот Лебединский у нас был внештатный переводчик во время игры, шуток, прибауток. Вот так вот. Ну а вот вечером вы сели, наверное, был такой, хороший русский такой ужин, тогда вот за рюмочкой-то и познакомились поближе. А у нас такой порядок был. Приходим в землянку, где столовая была, так? Садимся, и мы не приступаем к пище, пока командир полка голову Анатолия Юрьевича не зайдет. И, как правило, голову садился вот так вот. С этой стороны, вот где сидит Анатолий Андреевич, садился Тюлян. А дальше у нас здесь командир эскадрильи, ну и мы за стол садились. 100 грамм поднимали тоже. Ну, однажды Тюлян немножко вместо того, что там поздравления или желай, он сел. Спокойной ночи. Немножко улыбнулись, ему перевели, говорим, что спокойной ночи, когда закончится ужин. Когда выпьешь и поужинаешь. Да. Вот и были такие. Иван Иванович, вы вот когда закончили, вы немножко тоже волнуетесь, наверное. Когда закончили вылет, братание, обнимание и так далее. Да, было. Очень такое Было все. Боевой дух поднялся, как говорится. И вот один из моментов, вот, который памятник мы открыли,
18-му полку Нормандии Неман 10 октября прошлого года, как раз здесь вот русский советский летчик обнимает французского своего боевого товарища. И это, как говорится, взято вот с первой и последующих боевых вылетов. Был на этом открытии Роман Гелипо. Да. Был. Да, Вот после как в котенках сели, а у нас оказались через один самолет на стоянке вместе. Ну, вышли, камрад, да, что мы знали французский язык. И обнимались. А камрад, понятно было, для всех. Международный. Вот так. Скажите, ну вот первый вылет был, а потом вот была Курская дуга, и там Курская дуга вас сплотила, проверила на прочность, проверила на мастерство, проверила и на дружбу вот на французского и советского пилота. Широкие большие бои. И мы, я говорю мы, потому что и французы, и мы вместе воевали. Потеряли Жана Тюя. Он погиб под Орлом. Жалко. Ну, а после в командование вступил Тюят. Причем Тюят, я вам скажу так, до смерти он возглавлял комитет нашей дружбы. И всегда мы дружили. Из тех французов, вот когда началась холодная война, у меня даже есть передовая правда, у меня хранится, а Говорян писал. Ни один летчик дружбы не предал. Был один, забыл фамилию, сын мясника Париж. Так. Был. Вот он перешел и написал некоторые пасквиль этой группы. Что характерно, что Тюрьят его крепко обрезал. Ну и у нас появилась тоже статья в газете «Правда» о Гаверьяну. Она у меня хранится. У меня эти кое-какие вырезки сохранились. Merci René. Maintenant, nous attendons Vladimir Surovtsev, que je ne vois pas pour l'instant, mais je vais déjà le présenter. Pourquoi aujourd'hui il est avec nous? Ceux qui le connaissent ne seront pas étonnés pourquoi il participe à cette table ronde consacrée à la journée du soldat inconnu. Vladimir Surovtsev est académicien de beaux-arts de Russie, chevalier des arts et de la littérature de France. Et pour nous et pour Vladimir, c'est une fierté particulière qui est l'inauguration de 4 monuments sur le territoire de la France, dont 2 à Paris et sa banlieue. Ces monuments ont été inaugurés par Vladimir Poutine, par le président français de l'époque, Jacques Chirac. L'un des monuments est justement le mémorial aux pilotes et mécaniciens du régiment Normandie-Niemen. Avant, tous les salons aéronautiques de Le Bourget ont débuté par le dépôt de gerbes à ce monument. Et à la veille de la visite du président Macron en Russie en 2016, Ivanovo a également ouvert un monument au nom de l'escadrille Normandie-Niemen avec l'aide de la Fondation de la Paix, filiale d'Ivanovo. Galina Azieva, je pense qu'elle nous écoute, en tout cas, ou elle va voir l'enregistrement à la fin de la conférence. Ce monument, tout comme celui de la banlieue de Paris, est devenu une des destinations préférées pour les habitants de la ville et les visiteurs. Un autre monument au maquisard partisan, toujours un monument fait par Surovtsev, lance le début de la marche du régiment immortel à Paris.
C'est le point de départ et le point d'arrivée. Alors, Monsieur Surovtsev, si vous êtes avec nous, non, apparemment non. Vladimir est à Murom. Donc, s'il ne s'est pas connecté, je peux également vous présenter Elena Shutova. Donc, pour vous partager un petit peu ses activités. Au printemps, Elena pense se rendre à l'aérodrome, au village de Sloboda. Si je prononce mal, corrigez-moi, pour faire connaissance avec une dame de 90 ans qui se souvient très bien des pilotes français sur le territoire biélorusse et qui sera prête à partager ses souvenirs. Et je pense que ces témoignages, soit vidéo, soit par écrit, euh, feront partie de quelque chose que Elena pourra partager avec nous lors de la prochaine conférence. Et Elena veut également se rendre au lieu d'enterrement de Jacques Gaston dans les régions de Vitebsk. Donc, ce sera notre plaisir d'écouter ces témoignages la prochaine fois. Je ne vois pas pour l'instant Monsieur Surovtsev. Je l'appelle et si il le peut, je pense qu'il aura le plaisir de clore notre table ronde. Il pourra partager, parler un petit peu de sa propre contribution à la mémoire et à l'histoire de la fraternité franco-russe. Sinon, nous pourrons aussi écouter nos collègues de Moscou. Владимир Александрович, к сожалению, войти в Zoom не сможет, но он со мной на голосовой связи, я его вижу. Malheureusement, Vladimir Surovtsev ne pourra pas se connecter sur Zoom. En fait, il est en route. Par contre, il est en ligne et ce que je vais faire, je vais essayer de faire de sorte que vous puissiez également l'entendre. Oui, à vous la parole. Merci. Bonjour. Donc, je vais parler très brièvement. Mes meilleures salutations cette belle journée d'hiver. Moi-même, je suis au cœur de la partie européenne de Russie, dans l'ancienne ville de Murom. Et je me félicite du fait que ce genre de contacts sont devenus possibles grâce à la technologie. J'ai toujours le plaisir de participer à ces conférences. Je me souviens avec la chaleur le jour de l'inauguration du monument en France, avec la participation de Jacques Chirac et de Vladimir Poutine. Beaucoup d'entre nous ont gardé des très bons souvenirs de ces moments vraiment uniques. Et effectivement, j'ai pu créer 3 monuments consacrés aux pilotes. Le premier, à Le Bourget, à Paris. Par nos efforts conjoints, nous avons pu transporter cet ensemble, cette composition euh, au centre de l'entrée principale du musée de l'aéronautique et l'aviation. Puis un autre projet qui me tient au cœur, c'est le monument à Ivanovo, où l'escadrille a été formée. Et finalement, le troisième monument que je voudrais évoquer également dans la ville de Tchernikovsk, un bas-relief commémoratif sur le territoire de la région de Kaliningrad et la Prusse occidentale de l'époque. Le régiment Normandie-Niemen a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Et c'est très bien que nous tous, nous pouvons préserver cette mémoire historique et de passer le relais aux jeunes générations, ce qui est particulièrement important pour nous tous.
Je ne sais pas combien de temps je vais avoir encore la connexion parce que prochainement, je dois prendre le train pour partir de Murom et revenir à Moscou. Mais j'espère que nous pourrons continuer ces contacts très chaleureux et je me réjouis du fait que en France, il y a des gens qui s'en souviennent. En Russie, de notre côté, nous allons toujours préserver cette mémoire commune. Je me souviens de l'inscription euh, qui figure sur le monument Le Bourget, frères d'armes, aux frères d'armes, euh, consacré aux pilotes et mécaniciens du régiment. Oui, merci beaucoup. On vous a bien entendu. Merci pour votre contribution, pour les informations sur les monuments, à savoir celui dans la région de Kaliningrad. À quelle année le monument à Tchernikovsk a été inauguré? За 3 года до пандемии, поэтому 3 ans avant la pandémie. поняла. D'accord. Замечательно, я вас с этим отдельно поздравляю и Bon, желаю вам félicitations. всем Et успехов в je souhaite увековечении à nous tous beaucoup совместной de succès российско-белорусской dans скульптуры cette affaire de в Тиле. Надеюсь, commémoration. благодаря усилиям J'espère господина Барки, наших le коллег mieux моей pour nos родины, efforts dans la ville de Thiel. J'espère que Беларусь grâce à vous, Monsieur Barki, grâce à votre collègue de Biélorussie, nous allons réussir. Oui, maintenant nous revons de ce projet. Ça fait des mois et oui, nous espérons le meilleur résultat. Merci. Merci, bon voyage, bonne route à vous. Chers participants à la conférence, je tiens à remercier vous tous pour vos témoignages en cette journée du soldat inconnu. Je continue à recevoir des demandes d'autres écoles russes qui aimeraient voir ces conférences dans les villes qui ont des monuments. Nous voyons que en Russie, en Biélorussie, les recherches des dépouilles des pilotes continuent et nous espérons que Laurent Courtois, de son côté, pourra la prochaine fois partager avec nous les résultats de ces recherches. Et pour terminer, quelques informations intéressantes de nos collègues sur l'un des auteurs russes qui a fait un buste. Les collègues en France ont la possibilité de fondre ce buste, ce projet, et donc nous espérons que ce buste pourra être placé dans l'une des villes françaises ou peut-être à l'intérieur d'un musée ou d'un bâtiment. Voilà, une petite annonce. Merci à vous tous, bonne soirée et à la prochaine fois, l'année prochaine. Merci. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Merci, au revoir. Всего доброго всем.